Le vote est secret, le vote est ouvert. C'est une situation pour le moins paradoxale. Ce jour-là, les eurodéputés votent à bulletin secret pour imposer plus de transparence sur un sujet qui nourrit tous les soupçons, les lobbies. Le groupe des Verts veut obliger les présidents de commission et les rapporteurs à publier la liste des lobbyistes qu'ils rencontrent. Mais la droite allemande est contre. Pour que chacun se sente libre de son vote, elle impose un scrutin à bulletin secret, déclenchant la colère de plusieurs parlementaires. Monsieur Castaldo. On a demandé un vote secret sur les amendements qui prévoient plus de transparence. Le secret dans la transparence, c'est magnifique d'un point de vue politique. Il y a toujours quelque chose pour nous étonner. Ce règlement devient une farce, un triste spectacle qui discrédite tout le Parlement. Troisième partie, le vote est secret également. Le vote est ouvert. Mais la droite allemande va manquer son objectif. Le vote est clos. Malgré le secret du vote, l'amendement passe à 4 voix près. C'est adopté. Désormais, chaque citoyen saura quels lobbies sont intervenus pour peser sur les sujets dont débat le Parlement. Les ONG saluent une avancée. Nous avons milité depuis le début pour que tous les députés européens soient obligés d'appliquer ces mesures. Mais il n'y avait pas de majorité au Parlement pour cela, donc c'est un plus petit compromis, mais ça concerne des parlementaires qui ont des responsabilités. Beaucoup de députés occupent ces fonctions, donc c'est très important que ces députés-là soient soumis à une transparence particulière. Ces règles s'imposent aux députés les plus exposés aux pressions des lobbies, notamment ceux qui rédigent les rapports parlementaires. Ces pressions, nous avions pu les constater lors d'un reportage fin 2015. Karima Delli était alors rapporteure sur la question des mobilités durables. Elle nous expliquait comment le lobby de l'industrie automobile arrivait à faire passer certains amendements. Donc vous voyez bien, Karima Delli rapporteur, et ils vont proposer ces amendements à l'ensemble des députés. À gauche, le texte de départ, celui de la rapporteure. Il propose de réduire la vitesse en ville à 30 km/h. À droite, l'amendement conseillé par les lobbyistes. La limite de vitesse a tout simplement disparu. L'amendement des lobbyistes sera voté tel quel par les députés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils orientent même des choix d'amendements. Ça veut dire qu'ils orientent la loi. Et ce qui est très grave parce que le but du législateur, c'est de défendre l'intérêt général et sûrement pas leurs intérêts privés. Une efficacité redoutable qui s'explique par la force de frappe des lobbies à Bruxelles. On estime leur nombre à 30 000, soit un lobbyiste par fonctionnaire européen. Olivier Audeman connaît parfaitement ce milieu. Il fait visiter aux citoyens les lieux d'influence de la capitale belge. Son ONG a même publié un guide touristique, Lobby Planet. Sa spécialité à lui, c'est le monde de l'automobile. Voici l'immeuble Berlaymont, le siège de la Commission européenne. C'est là où les 28 commissaires travaillent tous les jours. Et ici, au numéro 25, c'est le quartier général des lobbyistes de Volkswagen à Bruxelles. L'entreprise a déclaré faire travailler plus de 40 lobbyistes. Et ils dépensent plus de 3 millions d'euros par an en lobbying pour influencer les décisions européennes. Ces dépenses progressent chaque année car les enjeux de pouvoir sont énormes. Les décisions prises ici s'imposent à plusieurs centaines de millions d'habitants sur presque tout un continent. Et pour débattre de cette question des lobbies en plateau, avec nous, Pascal Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé vert, élu en France, et c'est votre groupe politique qui a défendu ces mesures qui ont été adoptées par le Parlement européen. À nos côtés également Charles Goerens, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, l'ALDE, qui elle a pris position contre ces mesures de transparence. Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Et puis Paul Vugec, bonjour. Alors vous êtes vous-même lobbyiste ici à Bruxelles et vous représentez le CEAP qui est une fédération de lobbyistes européens à Bruxelles. Avant de parler de ces nouvelles règles, j'aimerais qu'on revienne sur ce vote à bulletin secret qu'on a vu au début du sujet. Un vote à bulletin secret, Charles Goerens, vous comprenez que ça puisse interpeller quand on débat justement de la transparence des relations entre les eurodéputés et les lobbyistes?
C'est une pratique absolument inappropriée, même si elle est permise par le règlement. Si on parle de transparence, il n'est pas recommandable de voter en secret. C'est absolument ridicule. Donc votre groupe n'était pas favorable au fait de voter à bulletin secret? Non, pas du tout. Nous avons une opinion, nous l'avons affichée, nous avons dit clairement pourquoi. Vous, Pascal Durand, comment vous expliquez ce choix qui a été imposé à l'ensemble du Parlement de voter à bulletin secret? Je l'explique tout simplement par les règles. C'est un texte que personne n'avait jamais utilisé. C'est si 20% des parlementaires le demandent, c'est de droit. Et le groupe du PPE, donc de la droite, représente plus de 20% à lui tout seul. Donc il n'y avait pas de problème juridique. La réalité, c'est qu'il faut être stupide. Il n'y a pas d'autre mot. À 3 mois des élections, à un moment où les citoyens ont des doutes sur la défense de l'intérêt général dans les institutions, de demander un vote à bulletin secret uniquement sur la question de la transparence par rapport au lobby. C'était une aberration. Ça vient d'ailleurs d'un député de chez M. Orban en Hongrie, qui a été repris par la CDU allemande. Ça n'est pas étonnant. On voit bien là les liens avec l'industrie et les liens avec la volonté de cacher les choses. Alors avant ce vote, il y avait déjà des règles qui encadraient l'intervention des groupes de pression au sein du Parlement européen. Paul Vujek, vous les connaissez très bien, ces règles, puisque vous devez les respecter. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots? Bien sûr. Les règles en fait consistent en l'enregistrement au sein d'un registre de transparence qui existe depuis 2011 et qui est géré donc conjointement par la Commission européenne et le Parlement européen. Et ce que fait le registre de transparence, en fait, c'est de répertorier les différents acteurs qui tentent d'influencer le processus législatif. Et donc, ça permet de savoir les intérêts qui sont défendus, pour qui, par qui et avec quel budget. Et ici, donc, il y a une nécessité de s'enregistrer si vous voulez avoir accès au Parlement européen, mais également de respecter un code de conduite qui comprend donc différentes règles à respecter, notamment ne pas tenter d'obtenir des informations sous pression ou de manière frauduleuse, de toujours s'identifier lorsque l'on prend rendez-vous avec un député européen et de toujours identifier le client, l'organisation, l'entité que l'on représente lorsqu'on discute d'un texte avec un parlementaire européen. Ces règles, elles n'étaient pas suffisantes, Pascal Durand, à vos yeux? Non, c'est pas suffisant dans le sens où il n'y avait pas d'obligation pour les députés de dire qui ils ont rencontré. Donc nous, la question, on publie, nous, le groupe des Verts, les députés Verts publient leurs rencontres avec les lobbyistes. La question, c'est pas de rencontrer les lobbyistes, parce que on travaille par exemple sur l'automobile. L'exemple de Karima Delli est très clair. Il est normal de rencontrer les constructeurs automobiles quand vous avez à légiférer sur l'automobile. Simplement, ce qui est normal, et ça vient d'être dit, c'est de savoir au nom de qui ils parlent, qui ils rencontrent et ce qu'ils proposent. Voilà, c'est juste de la transparence. Donc cette transparence que vous avez fait adopter, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans le fonctionnement des institutions européennes, dans le fonctionnement du Parlement? Eh bien, on va savoir maintenant, lorsqu'un rapporteur et lorsque les shadow rapporteurs, c'est-à-dire les rapporteurs de l'ombre pour les groupes, travaillent sur un dossier, on va savoir qui ils ont rencontré, tout simplement, et à quel rythme. Donc, on va avoir comme ça Mais vous voulez dire par là que peut-être que certains parlementaires n'oseront peut-être plus reprendre tel quel des amendements présentés par des groupes de pression, comme on l'a vu dans ce sujet? Parce que, en fait, ça c'est un autre sujet sur lequel également nous nous battons, c'est celui de l'empreinte législative. C'est-à-dire que, moi, par exemple, quand j'ai fait un rapport, j'ai dit ce qui m'avait été proposé dans le rapport. Là aussi, je comprends que des constructeurs automobiles proposent, pourquoi pas des amendements. Simplement, il faut le savoir. Et quand on publie un rapport, il faut dire voilà, tel amendement a été proposé par tel groupe d'influence. Ça peut être aussi une ONG. Les ONG, elles ont aussi un rôle de. Oui, les lobbies ne représentent pas que des entreprises privées, des secteurs professionnels. Il y a des syndicats de salariés, il y a des ONG également qui sont présents ici à Bruxelles. Et heureusement, mais quand vous avez à prendre une décision, et je parle évidemment sous le contrôle de mon collègue, il est évident que nous, on ne sait pas tout. Donc on a besoin de rencontrer les gens, on a besoin d'avoir les informations. La seule chose, et ça c'est très important, c'est qui parle au nom de qui. Voilà. Alors Charles Goerens, expliquez-nous pourquoi vous vous êtes opposé à ces nouvelles mesures. Parce que je crois qu'il est illusoire de croire qu'on va maintenant tout savoir. On ne saura pas tout. Il est écrit dans le règlement qu'on devra mentionner le nom des députés qui sont rapporteurs, qui sont dans une fonction exposée, qui ils ont rencontrés dans les réunions prévues, donc scheduled meetings. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un à l'extérieur, vous lui serrez la main, il s'engage dans une discussion, il peut très bien essayer de vous influencer. Est-ce qu'il faut le mentionner? De mon point de vue, si on veut être totalement transparent, il faudrait le faire. Donc vous voulez dire qu'en fait on peut contourner ces nouvelles règles, ne serait-ce qu'un coup de fil à un parlementaire européen? Je crois qu'elles sont facilement contournables. Moi, je n'ai pas besoin d'être enfermé dans un carcan
pour me dire comment je dois me comporter. Je suis rarement d'ailleurs contacté par des gens qui ont des vues à exposer sur tel ou tel sujet. Je l'ai été une fois, j'ai reçu un appel, j'étais en déplacement et c'était quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique parce que j'étais rapporteur sur Ebola. Alors je dis écoutez monsieur, on ne va pas commencer la discussion. Si vous avez des choses à me suggérer, envoyez-la à la présidente de la commission parce que moi je suis rapporteur d'une commission parlementaire et je voudrais que tous mes collègues aient le même niveau de savoir et de connaissance sur ce sujet que le rapporteur. Sinon, et vous êtes en train de dire que ces nouvelles règles, vous ne les votez pas parce qu'elles ne vont pas assez loin, mais elles constituent quand même un progrès. Parce que ça confère de la fausse sécurité. C'est de la fausse transparence. Le soir, on rentre chez soi, on vide les poches, il y a des cartes de visite, vous ne savez même plus qui vous les a données. Donc je crois qu'il y a tellement de failles dans celui qui veut vraiment se prêter au trafic d'influence, il pourra le faire. Paul Voujek, alors cela va peut-être surprendre nos téléspectateurs, mais vous, en tout cas la fédération de lobbyistes que vous représentez, elle était favorable à ces nouvelles mesures. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Donc CEAP, en accord avec d'autres organisations et dont Transparency International, était en faveur de davantage de transparence au niveau européen. Et donc nous étions en faveur de la publication des rendez-vous entre lobbyistes et de ces députés. Mais nous avons également été déçus que le texte n'aille pas plus loin, et notamment sur l'obligation pour les présidents de commission, pour les rapporteurs et les rapporteurs de l'ombre, de ne rencontrer que des lobbyistes enregistrés sur le registre de transparence. Ça vous fait sourire, Pascal Durand? Parce que c'est une obligation pour le groupe des Verts. Nous n'avons, nous, pas le droit de rencontrer des lobbyistes qui ne sont pas inscrits sur le registre, tout simplement, parce que là aussi, c'est une question de règles. Moi, j'entends ce que dit Monsieur Grin. Évidemment, il y a toujours des gens qui peuvent détourner. Je veux dire, c'est pas parce que des gens brûlent des feux rouges qu'on va pas installer des feux rouges à des carrefours. Bien sûr qu'il y a des gens et bien sûr qu'il y a des gens qui s'arrêteraient quoi qu'il arrive, même sans feu rouge, pour laisser passer les piétons. Mais nous, on est obligé de légiférer au niveau global et donc pas regarder uniquement les personnalités qui ont une conscience très forte. Et vous admettez quand même qu'il y a tellement d'échappatoires qu'il est difficile de douter de la sincérité de cette disposition. On avance, Monsieur Goerens. En réalité, on essaye de faire en sorte que la transparence petit à petit gagne les institutions. Le Parlement européen était très en avance avec le registre des lobbyistes, bien plus que dans beaucoup de pays, notamment la France, qui maintenant commence à s'aligner. On était en avance, là on a failli marquer un arrêt, finalement on a une avancée, et j'espère qu'on en aura d'autres, effectivement. Alors, oui, allez-y. Un autre exemple. Dans mon pays, les chambres professionnelles font partie du système législatif. Ils peuvent même déposer des propositions de loi. Si je rencontre le président de la Chambre de commerce, il peut être en même temps directeur de l'industrie sidérurgique, est-ce que je rencontre le lobbyiste ou pas le co-législateur, mais quelqu'un qui est impliqué dans le processus législatif? Donc il y a quand même beaucoup de choses à discuter et à préciser. Je vais être très très clair. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui peut avoir un lien avec un dossier sur lequel je travaille, je le publie. Je ne fais rien d'autre. Je publie mon rendez-vous. Et si effectivement je rencontre le président d'une société, je le dis, c'est tout. Il y a rien de choquant en cela. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans la paranoïa la plus totale parce qu'on croise quelqu'un dans la rue. Non. C'est simplement quand on parle d'un dossier sur lequel on travaille, on le dit, voilà, c'est tout. On va essayer de comprendre comment fonctionnent ces activités de lobbying dans le cadre des institutions européennes. Comment ça se passe concrètement si vous êtes en charge d'un dossier? Au bout de combien de temps les premiers représentants en affaires publiques viennent vous voir et comment est-ce qu'ils vous contactent? Très vite, parfois même en amont, parce que nous ne sommes pas autosaisistes. En général, c'est la commission qui nous saisit par un projet de texte qui arrive de la commission. Et ils savent, parce qu'ils travaillent déjà avec la commission, les lobbyistes, ils savent que ce texte va être amené. Alors, il y a deux types de lobbyistes. Il y a ceux qui, en amont, essayent de faire en sorte que certains députés avec lesquels ils ont l'habitude de travailler soient désignés par leur groupe. Ça, c'est le mauvais lobbyisme. Celui-là, c'est le lobbyisme, j'allais dire, exactement celui que vous dénoncez. Et puis, il y a le bon. Il y a ceux qui vous appellent en disant « Je sais que vous allez travailler sur le dossier BLOP, vous allez parler de l'homologation des véhicules. Moi, je suis constructeur ou je suis ONG en charge des problèmes d'émission des véhicules. Je souhaite avoir un rendez-vous avec vous. » Voilà, ça se passe exactement comme ça. Et au fur et à mesure du rapport, pareil. Monsieur Voujek, est-ce qu'il y a des limites que vous vous fixez dans le cadre de votre travail, une frontière que vous ne
franchissez pas. Bien sûr, des limites. Donc il y a les codes de conduite qui sont aussi bien le code de conduite du registre de transparence que du code de conduite de CEAP notamment, qui est donc un code de conduite obligatoire avec des règles à respecter qui sont, M. Durand l'a mentionné, donc l'identification du client, de l'organisation sur laquelle on représente, également de ne pas tenter d'avoir des informations dont on ne devrait pas être en possession, respecter les informations confidentielles, ne pas diffuser de fausses informations. Ce sont des règles, on va dire, éthiques, morales aussi individuelles, et en plus de ça, naturellement, de respecter la loi. Le code pénal, ce sont des limites, naturellement, que les lobbyistes respectent. Monsieur Goerens, est-ce que, selon vous, les parlementaires européens peuvent se passer aujourd'hui des lobbyistes dans leur travail au quotidien? Est-ce que vous n'êtes pas devenu lobby dépendant, en quelque sorte? Si tel était le cas, il faudrait songer à l'accès aux connaissances et aux savoirs techniques dont disposent les lobbyistes. Il faudrait rééquilibrer cela. Parce qu'en fait, ils vous servent un petit peu d'experts. Vous croisez les regards avec des points de vue différents, des intérêts différents. Ça, ils peuvent venir assister à des colloques, à des séminaires ici au Parlement européen. Ce que je veux, c'est que la politique ne peut pas fonctionner sans contre-pouvoir. Si le savoir est monopolisé par les lobbyistes, c'est malsain. Si la Commission ou le Parlement ne disposent pas du même niveau de connaissance, c'est malsain. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réflexe récurrent au Parlement. Il y a une américanisation de nos comportements. Dès qu'il y a un problème, on croit pouvoir le résoudre avec une nouvelle règle, une nouvelle loi. Essayer de se bercer de l'illusion de pouvoir régler un problème avec cette pratique, c'est illusoire. Encore une fois, moi je n'ai pas besoin de me comporter correctement en suivant ma conscience et en prenant les quelques précautions que j'applique à moi-même depuis le début de mon mandat. Et ces précautions sont les suivantes. Quand je reçois quelqu'un, j'ai toujours un note-taker à mes côtés pour pouvoir toujours témoigner de ma bonne foi. Et je crois qu'il serait bon aussi que chaque rapporteur affirme devant la commission parlementaire qu'il a été correct en toutes circonstances. Je crois que ça, ce serait déjà plus efficace que cette réglementation qui a quand même beaucoup d'échappatoires. Dernière question pour vous, Pascal Durand. Ce serait quoi l'étape d'après, la prochaine étape pour avancer sur cette question-là? L'étape d'après, ça serait d'abord que tous les lobbyistes qui travaillent, j'allais dire, dans la périphérie de Bruxelles, tous les lobbyistes, on a parlé de un peu plus de 10 000 sur le registre. On pense qu'il y a 30 000. Alors 10 000, c'est 10 000 entités, mais en nombre de personnes, on est autour de 30 000. Après, il y a ça. On a un problème avec les cabinets d'avocats. Je le dis d'autant plus librement que je suis avocat. On a un problème avec les représentations parce qu'au nom du secret professionnel, parfois on ne sait pas au nom de qui il parle. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. Et puis faire en sorte qu'on ait l'empreinte législative, celle dont parlait tout à l'heure Karima Delli, à savoir que lorsque des amendements nous sont proposés par des entités qui représentent des intérêts privés, ça soit connu et publié en tant que tel. Comme ça, si on les retrouve dans les textes de loi, au moins on sait d'où ils viennent. Très bien. Merci à vous, messieurs. Europe Hebdo s'arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission à la demande sur les sites d'LCP, de Public Sénat et de la RTBF. Belle semaine à tous et à bientôt.